Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de la Grande Halle de Cournon, dans le cadre du Sommet de l'Élevage, pour 3 jours de direct avec TV Agri, avec la montagne, pour diffuser le maximum d'informations en lien avec le secteur agricole et en particulier avec l'élevage. Alors, le thème de cette première émission, c'est l'enseignement agricole est-il hors sol ? Derrière ce titre, un tantinet provocateur, mais c'est vrai qu'on est au sommet de l'élevage, il faut voir est-ce qu'aujourd'hui les étudiants sont bien formés au métier de l'agriculture qui ne cesse d'évoluer. Pour répondre à cette question, j'ai à ma gauche Nathalie Vassal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignante-chercheur à VetAgroSup, donc vous aurez l'occasion de nous expliquer, bon, vous faites-le, que c'est à la fois des vétérinaires que vous formez et des ingénieurs agro, mais dans 2 villes différentes. Tout à fait. Les vétérinaires sont formés à Lyon et les agronomes sont formés à Clermont-Ferrand. Juste à vos côtés, Philippe Béor, délégué régional de l'APECITA Auvergne-Limousin. L'APECITA, c'est L'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres et des ingénieurs et des techniciens agricoles pour le niveau national. Très bien. Juste à ma droite, Gilbert Grenier, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. Exactement, donc moi spécialisé en machinisme et technologie pour l'agriculture. Et juste à vos côtés, Léa Gazotti, qui est étudiante à Montpellier Supagro. Oui, bonjour. Donc Montpellier Supagro, c'est une école d'ingénieurs en agronomie. Alors, l'enseignement agricole est-il hors sol ? Alors, juste avant de démarrer le débat, on va écouter une vidéo. Il s'agit de Michael Jacquemin. Il est président de l'ANEFA. Il va nous dire qu'est-ce qu'il demande, lui, aujourd'hui, aux jeunes qui sortent des formations. Image. Les professionnels de la profession agricole, on est très attachés à ce que les jeunes qui sortent de nos écoles d'agriculture soient formés sur les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies. C'est primordial, hein, on nous demande de changer nos pratiques, nous, agriculteurs, éleveurs, mais il faut également que nos salariés ou futurs salariés soient aussi en capacité d'évoluer dans les pratiques. Mais ce qui est important aussi, c'est que ces jeunes soient en capacité d'évoluer très rapidement dès qu'ils seront sur le marché du travail, et il existe aussi tout le cursus de formation tout au long de la vie. En tant que salarié, on aura la capacité évidemment aussi de les former. L'enseignement agricole est-il hors sol ? Gilbert Grenier, j'aime bien vous recevoir parce que vous ne maniez pas la langue de bois. Quel est le problème aujourd'hui ? Alors pour moi, il y a 2 problèmes en termes d'évolution. 1, le recrutement des étudiants qui est de moins en moins rural. Et 2, alors pour moi beaucoup plus important, c'est le mode de recrutement des enseignants, ou on devrait dire enseignants-chercheurs, avec le poids très très fort de la recherche au détriment de l'enseignement. Alors, recrutement des étudiants, pourquoi c'est un problème ? Alors, depuis que je suis à l'école, ça fait 30 ans, on a divisé par 3 le nombre d'agriculteurs. Par contre, dans le même temps, toutes les écoles ont augmenté leurs effectifs à peu près par 3. Donc ça veut dire qu'on essaye de remplir et on attire dans les salons des étudiants qui veulent faire de l'environnement. On leur dit venez chez nous, vous allez faire de l'environnement, et au final non. Il y a très très peu de métiers dans l'environnement, il y a beaucoup de métiers dans l'agriculture et ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le background pour aller vers ces métiers-là. De façon générale, il y a beaucoup d'étudiants qui s'adaptent, mais globalement on a cette difficulté. Et côté recrutement des enseignants ? Alors recrutement des enseignants, le problème c'est que on est dans un mouvement très politique, où il faut être le meilleur, il faut être classé au classement de Shanghai, et donc il faut sortir des publications, il faut vraiment être au top de l'excellence scientifique, et c'est pas le même métier. Et du coup on recrute des gens qui ont volonté d'aller assurer leur carrière, donc qui sont dans ce moule-là, et qui passent de moins en moins de temps avec les étudiants, et moi je l'ai vécu malheureusement à mes dépens. Plus on s'occupe des étudiants, plus on s'occupe des activités annexes, et moins on progresse dans la carrière, c'est-à-dire moins on pèse sur les décisions. Et il y a quelque chose qui n'est pas connu, le programme d'enseignement des écoles est interne. Il est fait au niveau interne de l'école, et ce sont les chefs, entre guillemets, qui décident. Et les chefs, ils ne connaissent pas le métier d'ingénieur la plupart du temps. Nathalie Vassal, c'est un point de vue que vous partagez ? Oui, je partage tout à fait sur l'aspect des étudiants. C'est vrai que nous, ici, à Clermont, on a la chance d'avoir encore beaucoup d'étudiants qui viennent du monde rural. Et on recrute des étudiants sur plusieurs concours, et ça, c'est une vraie richesse. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment important pour notre formation, et qui nous apporte cette connaissance de la réalité du terrain et qu'on veut absolument maintenir. Et ce sont des étudiants aussi qui ont envie de retourner dans le monde agricole et qui, donc, par leur expérience et par leur profil particulier, entraînent les autres étudiants en profils plus environnementaux vers cette réalité du terrain.
Après, sur le recrutement des enseignants, il est vrai que là aussi, on a des soucis parce que même pour être recruté dans cette formation-là, on a besoin d'avoir une thèse, un doctorat, et moi, à mon avis, on ne forme pas assez de doctorants en agronomie qui ont ce sens de la réalité. Donc on va chercher dans d'autres domaines de spécialisation qui sont issus de l'université et qui n'ont pas vraiment la connaissance du monde agricole. Philippe Béor, comment vous réagissez? Ben, je réagis, je suis complètement d'accord avec les derniers propos. Effectivement, nous à la PECITA, on rencontre ce problème. Alors, globalement, il y a beaucoup de travail pour les gens qui sortent de formation agricole, mais effectivement, on a beaucoup de jeunes diplômés qui viennent nous voir à la PECITA pour être accompagnés, pour trouver du travail, mais bon nombre d'entre eux sont rentrés par une porte un peu verte dans les établissements de formation, que ce soit les lycées, que ce soit les licences professionnelles, mais aussi les écoles d'ingénieurs. Donc, très intéressés par les questions d'environnement, beaucoup moins intéressés par les questions de développement agricole. Alors j'ose espérer que l'évolution, l'introduction de l'agroécologie et de l'agroenvironnement dans toute la sphère agricole va permettre aussi à ces jeunes-là peut-être de trouver une place en phase avec leurs attentes. Léa Gazzotti, c'est vrai que vous êtes rentré avec cette idée de sauver la planète quand vous êtes tourné vers cette formation? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je vais sauver la planète, mais oui, je suis, je pense, la victime du je rentre pour faire un peu dans l'environnement, la gestion de territoire, etc. Parce que je ne suis pas du tout du monde rural, donc en effet, ce milieu-là, je ne le connaissais pas du tout. Mais comme on le dit, on rencontre des gens qui le sont et qui commencent. Enfin, j'apprends à connaître ce monde et ça me plaît de plus en plus. Donc, qui sait vers où j'irai. Et pour revenir sur les enseignants, le recrutement des enseignants, je suis tout à fait d'accord. On voit très bien la différence entre des enseignants-chercheurs qui sont plus chercheurs et qui du coup ont leur domaine de spécialité et qui ont du mal peut-être à mettre en lien tous les cours, tous les domaines ensemble. Et les enseignants-chercheurs qui sont vraiment enseignants, qui cherchent des formations de leur côté pour être plus performants. Et nous, on voit la différence en tant qu'élève et ça se voit dans les amphithéâtres tout de suite. Un bon enseignant, il y a du monde. Un chercheur, il y en a beaucoup moins. Et vous avez une étudiante exceptionnelle, elle aurait pu faire veto et elle s'est tournée vers une carrière d'agro. Pourquoi? Il faut être fou. Non, il ne faut pas être fou, il faut être ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce que je sentais très bien que du côté agronomie, agriculture, environnement, il y avait beaucoup plus de portes, de possibilités de travail que vétérinaire finalement. Parce qu'une fois qu'on est vétérinaire, si on n'aime plus son métier, qu'est-ce qu'on fait? Alors que je pense qu'en tant qu'ingénieur agronome, si on n'aime plus son métier, on a beaucoup de vestes derrière qu'on peut retourner et très vite changer. Et Léa, quand vous êtes rentrée, on vous a dit qu'un métier, un emploi sur deux en sortant de l'école d'agro, c'est un métier commercial, c'est ça à peu près, grosso modo? Oui, pas tout à fait, mais on va dire une bonne quarantaine de pourcents des emplois sont des emplois qui ont ou qui requièrent des compétences commerciales. Non, on ne me l'a pas dit, mais quand on voit les différentes options qu'on nous propose, donc il y a l'agroalimentaire où là on sent qu'il y a quand même une bonne partie de commercial là-dedans. Donc oui, après peut-être que sur les autres domaines, je me doute aussi qu'il y en aura d'autres qui auront ces compétences-là, qui auront besoin de ces compétences-là. Je ne sais pas. Juste pour me redire ce qui vient d'être dit, aussi je pense que nos étudiants sont déconnectés du monde rural et ont du mal à se projeter dans une activité avec le monde rural. Et donc dans la formation, on a 3 ans pour les accompagner, pour leur faire découvrir des fonctions, des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc nous, on intervient aussi au niveau des classes préparatoires, on intervient auprès des lycéens, mais il faut absolument qu'on diffuse, qu'on informe sur ce qu'on peut faire dans le monde rural et en contact avec les agriculteurs. Philippe Béor. Oui, je voudrais apporter une précision de taille. Oui, les métiers réclamés, les métiers proposés sont des métiers qui requièrent des compétences commerciales, mais sur des bases techniques. Vous ne pouvez pas aller voir un agriculteur pour lui vendre un produit, un service, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre pourquoi l'exploitation fonctionne comme ça, quels sont vraiment ses besoins et vers quoi vous devez l'accompagner. Donc, d'abord, des compétences techniques, agronomie, zootechnie, puis des aptitudes commerciales, peut-être plus que des compétences commerciales. Gilbert Grenier, on a voulu faire des écoles d'ingénieurs super larges qui formaient. Est-ce qu'il n'y avait pas un complexe par rapport aux autres écoles d'ingénieurs à vouloir aussi former des généralistes?
Alors, je ne sais pas si c'est un complexe, mais je pense que, bon, on le voit bien, c'est un pilotage politique, hein. La dernière péripétie, c'était l'idée du ministère de fusionner 3 écoles, Paris, Montpellier, Rennes. C'était quoi l'objectif? C'est d'être plus gros et de ressembler à Wageningen. Quel est l'intérêt pour le milieu agricole? Moi, je cherche encore. Donc, on est sur une réflexion politique et on oublie les fondamentaux. Et effectivement, pour moi, un des fondamentaux, c'est le technique. Le technique, on l'a oublié. Beaucoup de collègues qui ont été recrutés pour faire des matières techniques ont fait un cursus universitaire. Je me demande s'ils ont mis les pieds dans une exploitation agricole. Ils font un programme d'enseignement en fonction de ce qu'ils savent faire. Et donc, du coup, on perd cette base-là. Et effectivement, comme on a des étudiants qui sont plus attachés à l'environnement, si on n'arrive pas, alors soit nous-mêmes, soit par les autres étudiants qui les accompagnent, à les attirer, à leur dire oui, il y a des choses intéressantes, je pense que c'est un peu morné, quoi, quelque part. Et moi, je ressens, alors, vu de ma fenêtre, des étudiants qui sont de plus en plus, quelques-uns, pas tous, il ne faut pas tout mélanger, mais quelques-uns qui sont beaucoup plus, on va dire, presque sectaires, hein, qui sont très, très environnementaux. Et on commence à avoir des soucis, par exemple, en visite avec des agriculteurs, où ils n'hésitent pas à reprocher à l'agriculteur d'être un productiviste, un pollueur, etc. Et donc, ils sont là plutôt comme des militants et pas comme des gens ouverts. Et ça, pour moi, c'est une grosse difficulté. C'est comment leur ouvrir l'esprit quand ils sont fermés. Léa, vous avez des copains comme ça? Aussi allez, il faut le dire. radicaliste, je suis pas sûre, mais des personnes qui aiment militer sur ce genre de choses, oui, je pense. Et en effet, je suis d'accord qu'on n'est pas assez au courant de comment fonctionne l'exploitation pour pouvoir juger pleinement l'agriculteur. Parce qu'il n'y a pas que... il utilise peut-être... Enfin voilà, il est productiviste, etc. Mais il a une vie à gagner, il a des choses à faire. Et je suis d'accord qu'il manque ça, il manque la technique, il manque le lien entre les cours. Et moi, aujourd'hui, je suis peut-être futur ingénieur agronome, mais je ne pense pas être capable de expliquer totalement comment fonctionne une exploitation qu'on me donnerait comme ça. Donc, il manque quelque chose. Oui, parce qu'en première année, je crois qu'on fait des audits. Maintenant, on porte un jugement. Enfin, on va très très loin. Nathalie Vassal. Alors moi, je dirais qu'il faut qu'on forme nos étudiants à 3 aspects. Il y a la technique nécessaire, absolument nécessaire pour pouvoir discuter avec le monde agricole. Il y a aussi être professionnel, c'est-à-dire en fonction des moments, des lieux, des rencontres, savoir se positionner, savoir discuter avec son interlocuteur, savoir prendre des bonnes décisions. Et ensuite, on forme nos étudiants, de très bons étudiants, on a des gens qui ont de bonnes têtes à raisonner et à comprendre les choses. Et ça, c'est vraiment important. Donc après, comment on peut faire ça? Moi, je dis qu'il faut aller sur le terrain. Il faut travailler sur des projets. Il faut les mettre au contact de la réalité. Après, ça prend du temps. Donc, je rejoins les questions de comment on s'investit dans l'enseignement. Il faut garder cet objectif absolument d'accompagner nos étudiants, de leur apprendre ce que c'est et de ne pas les exposer non plus parce que des fois, le monde du travail est difficile. Donc, les préparer au mieux à cette exposition. Mais il faut aussi leur apprendre à réfléchir, à se positionner, à chercher l'information. Ça, c'est vraiment un atout majeur pour la sortie. Philippe Béor, vous teniez à moduler, c'est-à-dire que vous dites en fonction du niveau d'études, on est plus ou moins adapté au métier qu'on va faire. Oui, j'évoquais avec vous précédemment effectivement 2 niveaux d'analyse ou de compréhension de cette problématique. Effectivement, les élèves qui sortent de bac, par exemple, et qui vont aller travailler principalement sur des exploitations agricoles vont certainement être un peu démunis sur le plan pratique, conduite de tracteurs, contention d'animaux, etc., à partir du BTS, de la licence et effectivement aussi des écoles d'ingénieurs et des titres d'ingénieurs. Nous avons des jeunes diplômés qui sont plutôt bien formés, qui s'adaptent rapidement, qui sont opérationnels assez rapidement et qui donnent satisfaction aux employeurs. Qu'est-ce qu'il faut lui dire à Stéphane Travert, notre ministre de l'Agriculture, qui n'a pas souhaité venir ici sur le plateau, mais tant pis, il est quand même là demain au sommet de l'élevage. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Écouter un petit peu plus ce que veulent les professeurs dans ces filières un peu particulières. Nathalie Vassal. Oui, ça serait une bonne idée. En tout cas, nous, on a besoin de continuer à faire des étudiants qui sont en lien avec le monde agricole, mais qui ont de bonnes aptitudes aussi à réfléchir. Donc, il faut nous accompagner là-dedans, quoi. Et aussi travailler, rester en lien avec le terrain. Et nous, à Clermont-Ferrand, on veut rester en lien avec le monde rural, local et régional. Gilles Bergonnier. Moi, je pense que principalement, c'est autour du statut d'enseignant-chercheur. On est parti vraiment dans un sens qui est la recherche à fond. Et du coup, on ne valorise pas les autres
qui font plus d'enseignement, plus de transfert, un peu comme moi j'ai fait en normalisation. Et donc il faut à un moment rebalancer, alors pas dans l'autre sens, mais trouver une position équilibrée, la recherche à sa place, mais pas que. Et donner le pouvoir à des gens qui ne font que de la recherche, qui ne mettent pas les pieds sur le terrain, qui ne connaissent pas les professionnels et qui décident des programmes d'enseignement, c'est un non-sens total. Et le classement de Shanghai, mais ça n'a aucun intérêt. On est dans la politique du chiffre. Alors, par exemple, pour évaluer la qualité d'un enseignant-chercheur, on regarde le nombre de publications pour le côté recherche, pourquoi pas. On ne regarde pas si elles sont bonnes ou pas. Et pour l'enseignement, c'est le nombre de polycopiés, le nombre de pages de polycopiés. Pour moi, c'est n'importe quoi, en clair. C'est n'importe quoi. On ferait un autre critère qui serait l'assiduité des étudiants dans les amphis, ça changerait complètement la donne. Et pour moi, c'est peut-être plutôt celui-là qu'il faudrait prendre en compte. Donc au ministère, il faut changer votre façon de penser, peut-être adapter. On n'est pas dans tous les enseignements avec les mêmes contraintes. Peut-être que pour le secteur agricole et agroalimentaire, il faut penser différemment. Michel Béor, vous avez un mot à ajouter? Philippe Béor. Philippe, pardon, je vais vous appeler Michel. C'est Philippe pas grave. Béor. Non, simplement, si on pouvait se permettre d'interpeller le ministre, moi je pense que le discours à faire passer aussi, de notre point de vue à Pessita, c'est dans l'agriculture, il y a du travail, il y a quasiment plus d'emplois que de candidats à l'emploi, quels que soient les niveaux, quels que soient les niveaux d'emploi, quels que soient les niveaux de formation. Et je crois que par les temps qui courent, c'est quand même un message plus que positif. Et Léa, pour conclure. Oui, je voulais parler par rapport au fait qu'il faut donner en effet les décisions, programmes, etc. des gens qui s'y connaissent. Parce que dans mon école, par exemple, on a pu observer que quand on veut changer les choses, ce ne sont jamais les enseignants et jamais les étudiants qui ont le dernier mot, c'est l'administration qui ne sont pas dans les amphis, qui ne sont pas dans les cours. Pourquoi? On ne sait pas, mais du coup, ça donne un non-sens. Souvent, ils sont contre nos avis et du coup, on n'arrive pas à avancer et à faire ce qu'on veut pour pouvoir progresser. Gilbert, il est Oui. d'accord, je suis sûr. Oui, je suis d'accord, mais je rajouterai un élément qui n'est pas connu non plus, c'est qu'en fait, dans nos écoles, les directeurs n'ont pas tant de poids que ça sur les décisions. En fait, les principaux patrons, ce sont les patrons de labo. On est sur des équipes de recherche qui sont mixtes entre, par exemple, INRA et école, et donc ce sont, ou INRA et université, et donc ce sont les patrons de labo qui décident en particulier des profils de poste. Les patrons de labo, ça signifie quand il y a un travail en commun avec l'INRA, le patron de l'INRA, c'est ça? Non, par exemple, quand il y a un recrutement, Oui. on recrute d'abord sur un profil recherche avant de s'occuper de la partie enseignement. L'enseignement devient optionnel et en fait, c'est souvent des batailles entre labos pour savoir qui va récupérer un poste pour faire grossir l'équipe de recherche. Donc on est vraiment axé recherche. Et c'est le cercle vicieux des publications ou c'est une histoire d'argent? Les deux. Les deux. Mais un labo doit être excellent, il doit faire beaucoup de publications et à partir de là, il aura de l'argent. Donc c'est... Oui, c'est bon. Merci beaucoup d'être venus ici. Mesdames, messieurs, partagez donc. Est-ce que l'enseignement est hors sol? Peut-être qu'il y a une déconnexion, on l'a vu, mais il y a des moyens, bien sûr, d'évoluer. On se retrouve dans quelques instants pour de nouvelles émissions. Merci beaucoup. Merci.